Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre, Les preuves scientifiques d'une vie après la vie, paru aux éditions Exergue. Exact. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Je crois que c'est un ouvrage qui était nécessaire, qui n'existait pas. Et je suis assez engagé dans cet ouvrage puisque je prouve que l'après-vie existe, que la vie existe après la vie, c'est-à-dire après la mort aussi. Donc je crois qu'on a déjà les outils nécessaires en tant que scientifique pour attester la réalité de cette vie après la vie. Mais malheureusement, la communication passe mal parce qu'on a déjà eu ce colloque à Martigues où nous avions dit, nous étions un certain nombre de scientifiques venus des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, de Suisse, des Pays-Bas, pour dire qu'une conscience était possible lorsque le cerveau s'arrêter de fonctionner. Donc on avait déjà les outils. On a signé les actes du colloque de Martigues le 17 juin 2006, organisé par Sonia Barcala. Et malgré ça, l'information a du mal à passer. Alors j'ai eu l'idée de faire un livre destiné au grand public. Malgré le titre scientifique, ça peut faire peur, mais c'est quand même destiné au grand public, pour dire que l'après-vie existe, que les preuves sont là. Donc ça si vous voulez, ça se scinde en trois parties. Il y a une première partie qui est plutôt destinée à donner des réflexions sur l'éthique médicale au niveau de la mort, au niveau des comas, au niveau de l'euthanasie, des prélèvements d'organes, des grandes questions d'éthique de médecine, émaillées de récits personnels, d'anecdotes aussi. Et puis une deuxième partie qui s'appelle NDE, la révolution du monde scientifique, les expériences de mort imminente. C'est à peu près une centaine de conférences faites là-dessus un petit peu partout en France et à l'étranger. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, d'informations sur ces expériences de mort imminente. Et la troisième partie qui s'intitule Au-delà de la science de l'au-delà. Donc là, je parle de choses qui n'ont pas été abordées par les scientifiques, à savoir, enfin, les scientifiques purs et durs, s'entend, parce que c'est quand même des scientifiques qui s'intéressent aux phénomènes, à savoir la médiumnité, la télépathie, la transcommunication instrumentale, hein, vous savez, l'enregistrement des voix qui viennent d'une autre dimension, tout ça, j'aborde ça en troisième partie. Voilà. Et quelles sont les preuves en général ? Les preuves sont très rationnelles et sont très scientifiques, puisque ce qui est assez nouveau, c'est que l'on sait maintenant qu'il y a à peu près, d'après l'étude de Pin van Lomen, 18% des gens qui avaient fait un arrêt cardiaque, qui avaient vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire toujours la même séquence événementielle, quelles que soient les cultures, les religions et les philosophies, il se passe toujours la même chose. Mais on sait, et c'est ça qui est le plus important, que dans les secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, eh bien le cerveau s'arrête de fonctionner. Et ça, c'est des preuves bien concrètes, bien rationnelles, puisqu'on a pu le montrer à travers des enregistrements électriques du cerveau. L'électroencéphalogramme devient plat dans les secondes qui suivent. Et la définition de la mort actuellement, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Donc il ne faut plus dire la mort, on ne sait pas ce que c'est, personne n'est revenu de la mort. Eh bien si, grâce au progrès de la réanimation, eh bien on peut revenir de la mort, on peut revenir d'un état de mort clinique, puisque c'est la définition de la mort clinique, l'arrêt du fonctionnement cérébral. Maintenant, il faut quand même je dirais, différencier la mort clinique provisoire, entre guillemets, avec la mort définitive. C'est-à-dire la mort définitive qui correspond finalement aux limites actuelles de nos possibilités de réanimation, mais qui va sûrement évoluer dans les décennies qui arrivent. C'est-à-dire que nous, pour débrancher un patient comateux en état de mort cérébrale d'un respirateur, pour le déclarer cliniquement mort de façon définitive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le débrancher ou prélever ses organes, eh bien, il faudra avoir 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes en dehors des conditions
d'hypothermie, de refroidissement du corps, ou de narcose, c'est-à-dire en dehors des conditions d'imprégnation de produits qui endorment le cerveau. Voilà. Donc si on a ces conditions réunies, on dit que la mort est définitive. Dans ce cas-là, on ne peut plus revenir de cet état de mort cérébrale. Mais des exemples très nombreux nous ont montré que des morts cérébrales pouvaient ne pas être définitives, et donc les gens sont bien revenus de la mort avec ces récits fabuleux, fantastiques. Alors justement, je vais quand même vous poser la question, qu'est-ce que la mort? Parce que certains auditeurs nous demandent justement des réponses. Oui. Ils nous demandent qu'est-ce qui se passe au moment de la mort pour le patient, pour la personne qui décède, pour la personne qui part. Qu'est-ce qui se passe après l'arrêt cérébral? Oui, la définition actuelle, c'est celle que je vous ai donnée. C'est une définition évolutive en fonction de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Et au XVIe siècle, c'était le coma réactif. On pinçait quelqu'un, on lui faisait mal, s'il ne bougeait plus, il était mort. Bon, maintenant, on sait revenir à ces états-là, bien sûr. Ensuite, ça a été l'arrêt du fonctionnement respiratoire. On mettait un petit miroir devant la bouche des gens, et s'il n'y avait pas de buée, ils étaient cliniquement morts, ils étaient morts, quoi, et on les enterrait. Et puis ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Et maintenant, de tous ces états, on sait revenir, grâce au progrès de la réanimation, on sait revenir. Alors, que voient les gens? Voilà. Que perçoivent les gens? Eh bien, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a maintenant plusieurs milliers de recueils de témoignages. Il y en aurait beaucoup plus, d'après les statistiques de Phyllis Atwater qui ont été publiées en 2001, en avril 2001. Lui estime à 4% à peu près la population des expérienceurs, de ceux qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus. Ça ferait à peu près 2,4 millions en France. Eh bien, ces gens-là vivent tous la même séquence événementielle, à quelque chose près, à peu de détails près. Il y a ce qu'on appelle des invariants qui se détachent de tous ces récits, à savoir, donc, on sort de son corps, on a une impression de bien-être extraordinaire, on n'a pas peur de mourir, on a bien conscience qu'on est en train de mourir, et quand on pénètre donc dans ce tunnel, il y a au bout une lumière. Alors cette lumière, elle peut être décrite de différentes façons. C'est une lumière en général, une lumière d'amour, une lumière où on reçoit la connaissance absolue, on a l'omniscience, et on a aussi ce qu'on appelle donc l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec notre amour terrestre, qui est un amour possessif, avec des jalousies, etc. Non, là, pas du tout, c'est un amour inconditionnel, plus fort que 100 millions d'orgasmes, dit Patrice Van Hersel, tellement c'est magnifique et fort, un amour qui n'est jamais connu sur Terre. Et ensuite, il y a des guides, des disparus, ça peut être des êtres de lumière, ils sont décrits comme ça, qui viennent vous accueillir pour vous dire que c'est pas le moment, il faut revenir sur Terre. Et là, ce retour est vécu comme un événement très difficile et douloureux presque psychologiquement. Les gens sont pas tristes du tout de quitter leur vie terrestre, c'est ça qui est un petit peu vexant aussi pour ceux qui restent, parce que ils ont leurs valeurs matérielles, c'est sûr, mais il y a aussi toutes les valeurs affectives sur Terre. On a nos conjoints, on a nos enfants. Eh ben non, on n'est pas du tout triste de quitter tout ça. Mais par contre, on est triste de quitter la lumière. C'est dire la puissance qui est rencontrée au niveau de ce timing de l'expérience de mort imminente. Donc, il y a ensuite une limite qui peut être exprimée de différentes façons. Ça peut être un grillage, ça peut être un mur, ça peut être... et on voit bien qu'il y a une connotation quand même particulière et personnalisée en fonction du vécu des gens. Et il y a ce retour qui se fait généralement par le haut du crâne, dans la plupart du temps, plus de 60% des cas, c'est le haut du crâne, le 7e chakra des yogis, là, au niveau de la fontanelle, et ils enfilent leur corps comme une main le ferait dans un gant. Ils ressentent à nouveau toutes leurs douleurs, toutes les douleurs réapparaissent à ce moment-là. Et ils en ressortent de cette expérience complètement changée, parce que ça sera devenu l'expérience de leur vie. C'est vraiment l'événement qui aura le plus compté, à tel point qu'ils vont complètement changer après, quoi. Ils seront transformés.
D'ailleurs, Nicole Dron l'explique bien dans son témoignage. Ah oui, Nicole Dron est fabuleuse quand elle nous fait partager son expérience. Elle retrouve chaque fois, pourtant elle a dû raconter son expérience des centaines de fois, et chaque fois elle retrouve la même émotion, et on perçoit les sanglots dans sa voix tellement elle est transportée par le propre récit de son expérience. Donc c'est dire si c'est fort et intense cette émotion qu'elle arrive à nous communiquer. Et ils communiquent très bien d'ailleurs, les expérienceurs communiquent très bien, à condition d'avoir les oreilles qu'il faut pour pouvoir donc recueillir ces discours, parce que malheureusement ils sont encore très mal accueillis dans la communauté scientifique. Un certain nombre de mes confrères ne veulent même pas en entendre parler. C'est dommageable aussi pour les gens, parce que s'ils ne peuvent pas communiquer leur expérience qui est si forte et si transcendante, eh bien ils risquent de développer des psychoses, des névroses, d'angoisse. Ils se reconnaîtront plus dans un monde qui ne reconnaît pas leur expérience, l'expérience de leur vie. Tout à fait, oui. Ils peuvent s'enfermer, et ils peuvent se marginaliser parfois aussi par rapport à la société. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait ces écoutes. Il y a une écoute, il y a Nicole Canivin, près de chez vous, à Montpellier, qui organise des groupes de parole. Elle fait un travail remarquable. Il y a aussi Sonia Barcala, le gros travail qui est fait à la Timone pour ces écoutes-là est nécessaire, parce que ça fait du bien aux gens, bien sûr, ceux qui ont vécu l'expérience, mais ça fait aussi du bien, il y a une vertu thérapeutique de ces discours qui sont entendus par des personnes qui sont en souffrance, et en particulier des personnes qui sont dans le deuil. Parce que quand ces personnes-là, qui sont tellement convaincues que ça continue après, vous font passer le message que la mort n'est pas le néant, eh bien c'est très réconfortant quand on est dans la souffrance du deuil. Absolument. Moi je pense surtout à ces parents qui ont perdu des enfants, ça c'est affreux. Et ben ça vaut tous les Valium et toutes les psychothérapies du monde d'entendre ça. Mais bien sûr. Quels sont les divers éléments aujourd'hui qui nous apportent bien qu'il s'agit d'une preuve d'une vie après la vie? Si on fait le bilan de toutes les expériences, on parlait de Tessie par exemple tout à l'heure, oui. Quels sont justement les éléments qui pourraient nous apporter cette preuve? En dehors des expériences de mort imminente, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus quand même du point de vue rationnel à une vérité qui est accessible aux scientifiques. Il y a aussi tous les phénomènes médiumniques et tous les phénomènes de transcommunication instrumentale. Je crois qu'il ne faut pas négliger cette piste. Bien souvent, c'est une piste qui est moquée parce que les gens ne connaissent pas le phénomène. Mais je crois qu'il ne faut pas, quand on est scientifique, il ne faut pas refuser les expériences, il ne faut pas refuser les approches, qu'elles soient spirituelles ou autres, mais en tout cas, lorsqu'on a des preuves matérielles donc de communication, avec des études scientifiques qui ont été faites, comme je pense en particulier au laboratoire d'électroacoustique de Bologne, en Italie, qui étudie ça de façon très rationnelle et très scientifique, quand on a des voix quand même, qui arrivent avec des reconnaissances vocales de plus de 95% par rapport aux voix qui étaient enregistrées du vivant, et qu'on a une corrélation à plus de 95%. Quand on a des fréquences vocales qui sont données à une fréquence qui est 4 fois, 5 fois la fréquence des voix humaines, et qu'on a cette reconnaissance-là, quand on a aussi des voix réverses, c'est-à-dire des messages qui sont entendus des deux côtés de la bande passante, elles vont enregistrer sur un simple enregistreur, et bien et qu'il n'y a aucun logiciel capable de faire cette prouesse, on ne peut que se poser des questions. Je ne vois pas comment on peut imaginer une supercherie là-dessus, ou alors s'il y a une supercherie, elle est bien faite. En tout cas, on acte ou on n'acte pas le phénomène, mais on ne peut négliger la valeur thérapeutique, quand on est médecin, de ces manœuvres de TCI sur les personnes en deuil. Moi, j'ai des exemples autour de moi, parce que je recueille pas mal de témoignages de personnes qui ont cette approche du deuil. Un pilote de ligne, par exemple, qui travaille sur sur Air France, qui fait la ligne New York-Paris, a été complètement bouleversé, on le comprend, par le décès de son fils unique. Et après avoir reçu cette balle en pleine tête, qu'est la perte d'un fils, il savait plus quoi faire. Il allait se suicider.
suicidé. Ensuite, il a été drogué pendant très longtemps, et jusqu'au moment où il a rencontré donc un groupe Infinitude, pour ne pas les nommer, les Blangarins, qui faisait de la TCI, et grâce à la TCI, il a renoué un contact avec son fils. Et peu importe, on y croit pas, mais en tout cas, depuis, il n'a plus du tout envie de se suicider, et il a abandonné son traitement psychotrope. Le résultat est là quand même. Donc ça a une vertu thérapeutique indéniable. Quand on est médecin, on doit reconnaître ça. Donc c'est sûr que ça n'arrange pas les lobbies des laboratoires pharmaceutiques, parce que ça fait chuter le chiffre d'affaires des laboratoires, mais en tout cas, moi je l'appellerais médecine alternative douce. C'est une médecine douce pour travailler le phénomène traumatique du deuil, comme la médiumnité d'ailleurs. Quand il y a des médiums qui ont des signes de reconnaissance de disparus, et qu'il y a des gens qui sont en souffrance et qui sont soulagés par ces contacts, eh bien oui, les médiums ont aussi un rôle social à jouer, en France en particulier. Parce que je dis en France en particulier parce que dans les autres pays, c'est quand même différent. Il y a une autre considération de la médiumnité. Les médiums, en France, on s'en sert... Je dis on s'en sert parce que c'est vrai, ça se passe comme ça. Ça a été prouvé dans les commissariats lorsqu'il s'agit de retrouver des cadavres, lorsqu'il s'agit de retrouver des pistes de meurtriers, etc. Mais on ne veut pas le dire. C'est du domaine du tabou. Alors que ça devrait être accepté quand même, puisqu'ils ont fait leurs preuves, tous ces médiums. Voilà ce que j'ai voulu dire, moi, dans cette troisième partie du livre. Mais au-delà de l'aspect psychologique, quand même, il y a une réalité tangible. Ben oui, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Cette réalité-là, on ne veut pas l'accepter. Voilà, c'est ça, parce que moi, pour l'avoir testé, je me suis bien aperçu, j'ai bien été obligé de me rendre compte que c'était réel. Ben oui, moi je crois que les rationalistes purs et durs, qui disent que la mort c'est le néant, ils ont basculé dans le domaine de la croyance quand même maintenant. Moi je crois. On a tellement de signes de survivance que vraiment il faut être complètement bouché ou alors idiot pour dire que la mort c'est le néant actuellement. Les preuves qu'on a. Et je trouve qu'ils ne sont pas rationnels justement. Oui, ils sont passés dans le domaine de la croyance et de l'irrationnel. Ils sont dans l'irrationnel. Voilà. Ils ont basculé dans l'irrationalité. Exactement. Oui, parce que ce sont des évidences. On ne peut pas nier des évidences. Il me semble, oui. Et je pense qu'on devrait faire des recherches beaucoup plus approfondies. Et je pense que le gouvernement, par exemple, devrait aider à ces recherches. Moi, je pense, comme Sonia Barkala le dit aussi souvent, je pense que la grosse recherche, les plus grosses surprises ne viendront pas du cosmos ni du plus profond des océans, mais viendront de notre propre conscience, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous pensez qu'avec l'accélérateur de particules qu'on a mis en place, on va déboucher sur des choses intéressantes? Moi je pense que oui, parce que il y a une approche, vous savez, de la physique, à la fois la physique mécanique mais aussi la physique quantique, qui est tout à fait intéressante, parce que ça nous ouvre des portes sur les univers parallèles, sur les possibilités d'exister ici et maintenant, et aussi d'exister dans une autre dimension et d'une autre façon ailleurs. Ça ouvre les portes aussi de la connaissance de ce qui se passe au niveau de la médiumnité. Au niveau de la médiumnité, on peut se poser des questions quand on voit ces médiums qui ont des contacts avec des entités dans les salles. On se dit, si on pense que la réincarnation existe, on peut penser que ces entités sont déjà réincarnées. Eh ben non, oui plutôt, mais ça n'empêche pas le contact. Ça veut dire que ces médiums auraient la possibilité d'accéder à une dimension au-delà donc de la vitesse de la lumière. Ils auraient la possibilité d'accéder à un monde parallèle où le temps n'existe pas. Donc ils ont la possibilité d'accéder à des informations du passé, du présent et du futur. C'est pour ça aussi que dans la même façon, ils peuvent deviner ce qui va se passer dans le futur. Et on peut imaginer aussi qu'ils aient accès à une dimension où un être pourrait être, ça devient un petit peu plus compliqué, réincarné non pas dans des vies antérieures mais dans des vies postérieures. Pourquoi en toute logique, si on suit les hypothèses de la physique quantique, on pourrait avoir des êtres réincarnés qui nous viendraient du futur, si on croit à la réincarnation, parce que là c'est quand même du domaine de la croyance. Malgré les travaux de Brian Weiss ou de Ian Stevenson, on peut s'imaginer quand même que c'est encore du domaine de la croyance. Mais ces gens qui nous viendraient du futur, ça expliquerait par exemple que Léonard de Vinci
et dessiner des hélicoptères et des sous-marins. Pourquoi pas les enfants indigos, par exemple. Pourquoi Exactement, pas Pourquoi est-ce que ça ne serait pas des âmes réincarnées à partir d'une dimension qui viendrait du futur? Moi, ça me choque pas de point de vue intellectuel. Quand on se rend compte que on a une abîme de connaissances que nous ne connaissons pas, qui sont pas encore accessibles, on ne peut être que humble et puis être ouvert à toutes les éventualités. C'est ce que j'ai voulu un petit peu transcrire dans ce livre en disant que finalement, j'espère que le lecteur, quand il finira le livre, il dira punaise, on ne sait rien, quoi, on ne sait rien. Et puis il faut être humble vis-à-vis de toute la connaissance qui nous reste à percevoir et à apprendre. On n'a pas abordé aussi le phénomène des apparitions. Oui. Alors, est-ce que vous avez des éléments, justement, vous qui travaillez en milieu hospitalier, j'avais lu, moi, personnellement, des ouvrages d'Elisabeth Kubler-Ross, Oui. qui expliquaient que les enfants mourants voyaient des apparitions au pied de leur lit, par exemple. Oui, mais c'est assez fréquent et c'est classé dans le domaine des hallucinations, mais on s'aperçoit que on a un certain nombre de gens qui sont perméables, qui reçoivent par clairvoyance des informations, comme par exemple tout récemment mon ami Jean-Marie Le Gall, qui est médium, je ne sais pas si vous le connaissez. Absolument, oui. Et vous le connaissez, Oui. Il est venu se faire opérer de ménisque, du genou, et il était en salle de réveil. Alors vous imaginez en salle de réveil un médium, il voyait les entités qui se détachaient des corps, et c'était assez amusant la description, parce qu'il disait oui ils sont en gond, et au moment où il se réveillait, pof, l'entité revenait dans le corps. Il voyait tout ça, il a visualisé tout ça. Et en plus, lui, il a fait un voyage pendant son anesthésie, il est sorti de son corps, il s'est baladé un peu, et il est revenu après. Il a raconté tout ça. C'est assez bouleversant parce que ça correspond à un certain nombre de récits de comateux, d'enfants qui n'ont pas peur de parler. Bon, les enfants, ils n'ont pas peur de parler. Ils disent Ils n'ont pas de blocage. Voilà, ils n'ont pas de blocage. Bon, les adultes, c'est un petit peu plus difficile. Ou quand ils parlent, on dit tiens, celui-là, il fait un DT, on va lui donner des neuroleptiques. Bon, parce que c'est classé tout de suite dans les hallucinations. Mais ça serait pas très choquant qu'en état de conscience modifié, on soit capable d'avoir des visualisations, des apparitions. Et Jean-Marie Le Gall, d'ailleurs, s'était promené dans un hôpital où il avait croisé des entités, il le raconte, qui cherchaient leur chambre, etc. Et il y avait personne, en fait. L'infirmière a pu confirmer, non, il n'y avait personne. Et il a fait le descriptif de la personne, et la personne a été décédée depuis une semaine, voilà. Donc ça, c'est avec des choses aussi concrètes que ça, on ne peut nier cette évidence, quoi. Il y a des possibilités aussi de voir, pour un certain nombre de personnes privilégiées, je ne sais pas si c'est tellement un privilège quand même, parce que quand on discute avec eux, quelquefois ils sont très dérangés, ils sont très dérangés d'avoir accès à cette réalité-là, parce que on imagine un petit peu, ça ne doit pas être toujours plaisant de croiser des gens qu'on n'a pas forcément envie de croiser, quoi. C'est un petit peu comme dans le film Ghost, oui, tout à fait, oui. Qui représentait vraiment bien les choses. Ah oui, tout à fait. Ça c'est tout à fait inspiré comme film. Moi, je pense que les romanciers, les gens qui font des films, Marc Lévy, les premiers romans du moins, Didier Van Covelart, Musso, tous ces gens-là sont complètement inspirés, quoi. Et l'inspiration, ça arrive. Comment ça arrive, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on puise dans une supraconscience des informations qu'on est traduit après? Il y a quelque chose d'amusant avec ça, c'est que lorsque j'ai écrit mon livre Éternelle jeunesse, un an après, Michel Houellebecq a écrit La possibilité d'une île, qui est actuellement au cinéma. Et mon éditeur a dit tu as vu, c'est incroyable, il a plagié ton livre, il y a plus de 20 similitudes avec le roman de Houellebecq. Alors, est-ce que Houellebecq allait, cet illustre auteur, allait copier un minable écrivain comme moi? Sûrement pas. Mais simplement, on a été connecté à une supraconscience, je pense, à un an d'intervalle, à quelques mois d'intervalle, on a puisé ça, Shadrach l'avait déjà dit, dans les champs morphogénétiques, on a des informations qui circulent, et puis à un moment donné, on puise dans ces informations, et c'est ce qui explique pourquoi il y a dans différents points de la planète, il y a simultanément la même révélation ou la même découverte. Ça se passe comme ça. C'est pas du plagiat, non. C'était pas du plagiat.
plagiat, c'était puiser dans une supraconscience des informations qui nous sont arrivées au cerveau. Oui, je crois que tous ces gens qui ont écrit des films comme Ghost sont dans ce cas-là, oui. Est-ce que vous avez des informations justement concernant les NDE vécus à l'étranger? Les NDE par des expérienceurs étrangers, oui. Oui, oui, mais c'est ça qui est très surprenant, c'est que quelles que soient les religions, les zones géographiques, il n'y a pas bien sûr, il y a une petite influence culturelle. Certains dans la lumière voient Bouddha, d'autres voient la Vierge Marie. Bon, mais on voit bien quand même que c'est la même expérience qui se passe. Il y a la même séquence événementielle chaque fois. C'est universel. Donc, c'est universel, c'est quelque chose d'universel. Même les enfants, même les aveugles. Alors, les enfants, ils sont pas imprégnés culturellement, donc ils n'ont pas entendu un discours quelconque d'expérienceurs. Pourtant, ils disent bien qu'ils sont passés dans un tuyau, qu'ils ont vu un monsieur qui s'allumait tout seul. Ils ont ces langages-là avec les enfants. Donc, ça veut bien dire que c'est la même chose qui se passe au moment de la mort, quoi. En tout cas, c'est très encourageant parce que si on pense que ça se passe vraiment comme ça, eh bien, on n'a plus à avoir peur de la mort. En tout cas, les expérienceurs, ils n'ont plus peur de la mort, hein, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein, les NDE d'aveugles. Ah oui, c'est intéressant parce que les aveugles de naissance, ils n'ont jamais vu. Alors comment sait-on qu'ils ont vu pendant leur NDE puisqu'ils n'ont jamais vu? Les aveugles, ils rêvent, ils font des rêves comme tout le monde, mais ils rêvent tactiles, auditifs, olfactifs, mais jamais visuels. Et là, dans leur expérience, ils s'aperçoivent bien que ce qu'ils ont vécu, perçu, correspond à ce que les voyants disaient être des films ou des images. Donc pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ils ont trouvé la vue. Et ceux qui avaient déjà vu ont retrouvé la vue cette fois. Mais avec une acuité extraordinaire. Ils pouvaient voir à 360 degrés, traverser la matière. Ça n'avait rien à voir, sans jeu de mots, avec ce qu'ils ont vécu au moment où ils avaient la vision intacte. Donc ils sont devenus aveugles et dans leur NDE, ils ont retrouvé une vision qu'ils ne connaissaient pas tellement elle était puissante et magnifique. Voilà. Donc en étant sérieux, on ne peut pas dire que ça n'existe pas et c'est quand même... Je ne vois pas comment on peut dire maintenant que ça n'existe pas. C'est pour ça que ça heurte beaucoup les scientifiques. Ce qui gêne le plus les scientifiques, les rationalistes qui veulent des preuves absolument, c'est le fait que les gens qui ont vécu cette expérience étaient capables de sortir de leur corps, mais de décrire des situations exactes qui se trouvaient à distance de leur corps en même temps. Ça les interpelle beaucoup. Parce qu'après, des gens comme Olaf Blanc, neurochirurgien qui a fait des expérimentations sans le vouloir, de façon fortuite, en stimulant une zone du cerveau bien précise au niveau du lobe temporal droit, qui s'appelle le gyrus angulaire, il a remarqué que les gens qui étaient dans ces situations, puisqu'il faut l'opérer sous anesthésie locale, étaient capables de voir leur corps comme s'il se situait au-dessus, au-dessous ou sur le côté. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience de décorporation, puisque là, ce n'est pas que le corps, c'est tout un environnement, c'est l'environnement du corps dans lequel on est, sur une table d'opération ou ailleurs, mais aussi à distance, dans un appartement, si tu as plusieurs centaines de kilomètres, par exemple. Il semblerait que l'expérienceur soit capable, simplement en passant à une situation, un lieu géographique, de s'y rendre, comme si le temps et l'espace n'existaient plus. Et ça, c'est très interpellant, parce qu'on voit bien que c'est pas du domaine de l'hallucination, puisque les situations étaient exactes, se sont révélées exactes. Je crois que l'exemple le plus frappant, c'est celui de Pamela Reynolds, parce que ça a été très documenté, ça a été donc colligé sur des revues à comité de lecture comme The Lancet, donc on ne peut pas contester ce qui s'est passé. Cette jeune femme qui se fait opérer très brièvement, je rappelle, du cerveau, souffre d'un anévrisme du cerveau, donc on interrompt sa circulation cérébrale et on refroidit son cerveau à 15 degrés 5. Au bout d'une heure et demie, on arrête et on rétablit la circulation cérébrale, donc le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus une goutte de sang dans le cerveau, l'activité électrique est nulle, électroencéphalogramme est potentiel évoqué, donc aucun échange biochimique possible entre les neurones, donc aucune possibilité d'avoir une pensée, une perception, une cognition, une conscience. Et là, Pamela Reynolds, contre toute attente, à son réveil,
décrit son intervention, les instruments qui ont été utilisés par le chirurgien de façon exacte, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue. Donc, elle a perçu des choses, elle a entendu, elle a vu, elle a eu une conscience avec autre chose que son cerveau. Ça, c'est mathématique, quoi. C'est évident. Comment plutôt prouver le contraire, quoi, hein, voilà. Donc ça veut dire que le cerveau n'est pas la seule façon d'avoir une conscience. C'est pas le seul organe. C'est pas un organe qui sécrète de la conscience comme le foie sécrète de la bile. Le cerveau, c'est peut-être une interface entre deux réalités, c'est peut-être un radar, c'est peut-être aussi un émetteur-récepteur, comme nous l'a dit Pin Van Lomen. Un ordinateur. Oui, un émetteur dans la prière, dans la demande à l'univers, où on pourrait émettre des prières qui fonctionnent, hein. Et aussi dans la réception, dans la médiumnité. Il y a un pilote derrière cet ordinateur. Je crois, oui. Je crois qu'il y a bien un pilote. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, docteur Charbonnier, par rapport à ce que nous venons de dire ? Oui, je voudrais dire que ça avance de façon considérable dans le milieu scientifique. Il y a eu récemment un colloque, ou plutôt un symposium qui s'est passé à New York, à l'ONU, où il y avait mon ami Mario Beauregard, que je vais rejoindre à Paris bientôt pour une série d'interviews. Il y avait Sam Pargna, donc, qui travaille, lui, qui est réanimateur en Grande-Bretagne comme moi, et ils ont parlé tous les deux des expériences de mort imminente en se posant la question comment un cerveau ne fonctionnant pas, on est encore capable d'avoir une conscience. Cette question a été posée, ne serait-ce que poser la question, poser le grand point d'interrogation, c'est une grande avancée, parce qu'on ne passe plus du tout pour un farfelu lorsque l'on dit le cerveau s'arrête, on est capable d'avoir une conscience. Donc, il y a des pistes qui vont être explorées et qui vont être mises à jour dans des unités hospitalières comme à la Timone. Sonia Barcala fait un gros travail au niveau de l'information des médecins pour que ça circule, pour qu'on prenne conscience de ce qu'est une expérience de mort imminente et pour que les gens qui vivent ça puissent donner leur témoignage aux gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire nous, les anesthésistes réanimateurs ou les gens qui sont à l'hôpital, puisque c'est là où on recueille le témoignage en premier. C'est pas à distance, non. C'est au sortir d'un coma, dans une réanimation, quelqu'un qui vit une expérience comme ça, c'est un petit peu comme au saut du lit, lorsque vous avez fait un rêve, c'est à ce moment-là qu'il faut recueillir les témoignages, et c'est pour cela qu'il faut faire dans chaque unité de réanimation un gros travail d'information. Par exemple, à ma clinique, où je travaille, à la clinique Saint-Jean-Languedoc, qui est une grosse clinique de Toulouse, 300 lits, eh bien, les chirurgiens me disent, tiens, chambre 18, j'en ai encore un qui est sorti de son corps par anesthésie, va voir ce qui s'est passé. Et on me décrit la situation, le patient me dit comment a été son opération, mais il me dit aussi s'est baladé, comment ça s'est passé à côté, etc. Donc vous voyez qu'il y a une prise de conscience, et je crois que cette prise de conscience, elle passera aussi par vous, les médias, et qui sont capables de répercuter tout ça au grand public. C'est ce qu'on essaye de faire. Bravo. Eh bien, docteur Charbonnier, au revoir. Merci de nous avoir fait partager vos expériences et à bientôt. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Vous pourrez vous procurer le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier, L'épreuve scientifique d'une vie après la vie, aux éditions Exergue. À bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.